Moi, je vais remercier les collègues du CERF de leur invitation. Nous fêtons la réunification de la Normandie, c'est pas rien. Voilà. Donc, ce que je vais aborder cet après-midi, c'est donc pour nous une question vive. Je dis nous, puisque en fait, cette intervention a été préparée donc avec ma collègue Émilie Dubois, mais globalement, je vais m'appuyer sur deux recherches collectives qu'on a construites à Rouen. Une première recherche, alors pour des raisons d'anonymat, je ne vais pas donner les noms des communes, mais en fait, ce sont deux recherches qui ont été faites dans des communes de l'agglomération de Rouen. La première, on était sur une petite équipe où il y avait Émilie Dubois, Marie Vergnon, donc vous verrez que nos propos risquent d'être en partie convergents sur une recherche où on avait travaillé sur les contrats locaux d'accompagnement scolaire, et ensuite dans cette même commune, nous venons de finir une recherche sur les TAP, les temps d'activité périscolaire, et une seconde commune de la couronne rouennaise sur laquelle nous avons travaillé sur globalement la mise en place du projet éducatif local et les pratiques dans la construction d'un dispositif qui s'appelle dispositif d'animation à côté du scolaire. Donc je m'appuierai. Et cette deuxième enquête a été faite plus particulièrement avec une équipe où Marie était encore là, Émilie Dubois, une autre collègue qui s'appelle Judith Vary et Émilie Haussmann. Voilà. Bon, pour préciser, donc je vais m'appuyer sur les données que nous avons eues dans ces différentes enquêtes. L'idée qui est la mienne, à travers l'axe qui a été donné, c'est de discuter coéducation. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de commencer à vous présenter un petit peu les notions, concepts qu'on utilise pour qu'on puisse parler à peu près la même langue. Et puis dans un deuxième temps, de vous faire état de ce qu'on a pu remarquer sur le terrain. Et puis dans un troisième temps, d'essayer d'extrapoler. C'est-à-dire, je vais à la fois, je pense, rendre compte de certains résultats de recherche, mais en même temps aussi développer un point de vue, parce qu'on est sur des questions pour lesquelles, globalement, les savoirs ne sont pas très stabilisés, on va dire. Les différentes réformes se sont succédées, et aujourd'hui, par exemple, se dire si les dispositifs périscolaires liés à la réforme de 2013 sur les rythmes fonctionnent ou pas, je pense qu'il faudrait être très prétentieux pour prétendre pouvoir le faire, quoi, globalement. Donc je partagerai une réflexion sur la fin de l'intervention. Voilà. Donc si vraiment je vais intervenir sur le mode frontal, en dictateur, même pas participatif, rien. Par contre, évidemment, si sur certains points, à un moment donné, pose problème, on peut s'arrêter et en discuter, puis on aura le moment d'échange à la fin. Alors, pourquoi parler de coéducation ? Ce qui sera notre entrée, c'est certainement quelque chose qui est très à la mode. Aujourd'hui, dans la littérature de langue de bois qui caractérise actuellement les différents ministères, je ne crois pas lever un grand secret, le mot coéducation avec les mots accompagnement, les mots partenariat, font partie des choses qui sont aujourd'hui très à la mode. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots comme pratique. Parce que tous ces mots-là, si on les prend au sérieux, ça impliquerait des sacrés changements pédagogiques. Donc le mot coéducation, qui sera notre porte d'entrée, étymologiquement, c'est quand même l'idée qu'on aurait une éducation reçue en commun et qui nous ramènerait à un proverbe africain, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Alors historiquement, si on le déconstruit, historiquement, le mot coéducation, on l'a plutôt utilisé pour parler de l'éducation, les filles avec les garçons. Aujourd'hui, quand on en parle, a priori c'est un problème à peu près réglé, enfin on verra ce que l'avenir nous réserve, mais globalement, la mixité c'est à peu près réglé. Mais par contre, il y a l'idée qu'on pourrait avoir des processus éducatifs dans lesquels l'ensemble des acteurs, quel que soit leur statut, pourraient être investis. Et bien évidemment, ça rejoint la question traditionnelle, relation école-famille, relation dispositif périscolaire-école. Une idée qui, dans le système français, est assez compliquée, puisque nous sommes dans un système, de notre point de vue, qui est marqué par ce qu'on pourrait appeler, Tardif et Levasseur appellent la division du travail éducatif. Autrement dit, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc nous avons un système dans lequel l'éducation familiale doit rester à sa place, l'éducation scolaire doit rester à sa place, et nous avons un entre-deux qui s'est développé, dont on ne sait pas toujours bien d'ailleurs quelle est la place. Donc, voilà. Donc si je prends cette définition de Pourtois-Humbeck, nous serions dans l'idée que la coéducation,
ça impliquerait un espace intermédiaire à partir duquel, je lis la définition, hein, au moins 2 personnes ou institutions articulent des moyens, des compétences et des intentions pour participer ensemble à l'éducation d'une ou de plusieurs personnes. Je crois que c'est en soi déjà un manifeste, un projet éducatif particulier, de considérer que cette éducation pourrait être construite comme ça. Je vois des têtes, je vois des gens hocher des têtes. Aujourd'hui, il me semble que c'est une magnifique idée qui, semble-t-il, a un petit peu de mal à se traduire dans les faits. Et si on prend donc par la réforme des rythmes scolaires, elle a été conduite sous les auspices de la coéducation. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit ses effets premiers. On pourrait même penser que finalement cette réforme qui devait faire converger des pratiques a réussi à bunkéриser les différents espaces en l'espace de 3 ans. Donc là, on a des enjeux assez forts, c'est-à-dire de penser les conditions de cette coéducation. Donc voilà. Donc pour moi, il y a 3 dimensions qui sont à aborder dès qu'on parle coéducation. Il y a la question de on éduque à quoi ? Et donc cette tension qui a été évoquée ce matin par Nathalie Dupont entre réussite éducative, réussite scolaire, et bien souvent pour les acteurs, c'est pas si simple de savoir si on poursuit le même projet. Je vais y revenir. Il y a toute la question de la division du travail éducatif que j'évoquais là un petit peu, c'est-à-dire comment on peut s'organiser, quels sont les territoires de chacun, et là on a des enjeux aussi importants. Et puis il y a les formes d'éducation dans ce qu'elles portent elles-mêmes. Alors, je vais essayer de développer ça un tout petit peu avant d'enchaîner, c'est-à-dire, mais derrière tout ça, il y a quand même un projet politique dans la coéducation qui n'est pas toujours explicité, mais qui est celui qui nous vient, qu'on va retrouver dans l'éducation populaire. Vous avez peut-être ici dans l'Assemblée des représentants de mouvements d'éducation populaire, qu'on va retrouver aussi dans les mouvements pédagogiques alternatifs d'éducation nouvelle. Cette idée que l'éducation, c'est d'abord avant tout un processus global. Autrement dit, que éduquer, c'est un processus de développement d'une personne, développement cognitif, mais j'entendais ce matin parler de l'empathie, parler de l'estime de soi, parler de ces genres de choses. Mais c'est qu'une éducation, ça ne touche pas qu'à la construction de compétences scolaires, par exemple. Et que l'enjeu de tout dispositif éducatif, mais je laisserai Marie le développer, c'est a priori, dans le point de vue de l'éducation globale, l'émancipation. L'émancipation et le développement de la personne. Et donc, si on le pose comme ça, donc là, j'ai pris cette définition de Miller que je trouve intéressante, c'est-à-dire développement au sens large, potentiel intellectuel, émotionnel, social, physique, créatif, esthétique, spirituel. Spirituel, c'est intéressant aussi dans les définitions, là. Nous sommes dans un pays laïque, mais vous avez d'autres espaces où l'idée que l'éducation de quelqu'un, c'est aussi un positionnement éthique, y compris spirituel, dans son devenir de personne. Donc on est sur ce genre de choses. On est aussi sur l'idée que l'éducation globale, elle ne doit pas se penser que dans le cadre scolaire. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'autres espaces qui contribuent à l'éducation. Et j'aurais tendance à penser que nous sommes beaucoup trop scolarocentrés dans beaucoup de nos réflexions. Le mot élève vient souvent à la place du mot enfant. Et je suis le premier à fourcher, parce que j'ai pas fait mon coming out pédagogique complètement encore. Mon coming out pédagogique est le suivant. Pour ma part, j'ai été instituteur spécialisé avant d'être ici à l'université, et j'ai un petit peu beaucoup frayé avec un mouvement qui s'appelle la pédagogie freinée et un autre qui s'appelle les CEMEA pour ceux dans le monde de l'animation. Ça vous permettra de comprendre un petit peu mon propos. Et donc, l'idée aussi, c'est qu'une éducation globale, ça vise l'émancipation, donc le développement d'une pensée critique. Alors là, ça interroge par exemple le scolaire pour moi. C'est-à-dire, est-ce que le scolaire est l'espace dans lequel on développe aujourd'hui une pensée critique ? Ça se discute fortement. Sur le principe, oui, hein, la République, tout ça, ça marche, mais dans le concret de comment sortent les élèves, est-ce que ce sont des espaces où on développe ces dimensions de l'éducation ? C'est ce qui me ferait dire que globalement, pour penser cette éducation globale, il y a à construire une complémentarité entre 3 espaces éducatifs. Alors là, j'ai pris la grille la plus simple, qui est une grille du Conseil de l'Europe. Elle peut être discutée, Gilles Brougère considère que c'est trop fixiste ça, mais on peut essayer de voir. C'est l'idée que ce qui fait l'éducation d'une personne, c'est 3 espaces de type éducatif. Un espace qu'on va appeler l'éducation formelle. Et l'éducation formelle, c'est un espace dans lequel il y a des objectifs éducatifs explicites,
des dispositifs organisationnels pour apprendre, avec des objectifs, des lieux pour apprendre, un curriculum, donc des programmes formalisés pour apprendre, et puis une évaluation qui va déboucher sur des certifications. Et ça, je crois que c'est une manière de faire l'éducation. Elle est très structurée, elle est institutionnalisée, mais toute seule, elle ne peut pas grand-chose. Et c'est là que ça va commencer, on va pouvoir commencer à discuter peut-être des enjeux aujourd'hui de réussite dans les systèmes scolaires. Pour ceux qui parmi vous travaillent sur la petite enfance, on se rend bien compte que quand un enfant n'a pas construit ce qu'on pourrait appeler rapidement des prérequis culturels, langagiers, au moment où il rentre à l'école, l'école n'est pas quand même très très forte pour pouvoir permettre de réduire les difficultés liées aux origines sociales. Nous avons une enquête internationale qui s'appelle PISA, qui montre que le système français est en grande difficulté pour réduire tout ce qui touche aux difficultés liées aux origines sociales. Donc par rapport à ça, il me semble que le formel, c'est une manière de faire l'éducation, mais il faudrait le regarder comme une approche parmi d'autres. Et là, vous allez voir venir. Il me semble que le formel a réussi à être quasi identifié à l'éducation même. Et quand on reprend les représentations initiales, ou quand on interroge des gens, si on dit éducation, très vite le mot école va revenir, parce que finalement, c'est comme si le seul lieu légitime d'éducation devenait l'espace scolaire. Or, si on prend ces grilles, nous avons d'autres espaces d'éducation qui sont peut-être tout aussi importants, sont même certainement tout aussi importants. Donc, sur l'autre pôle, vous avez tout ce qui touche à l'éducation informelle, autrement dit... Alors, apprentissage incident, c'est pas qu'il s'est passé quelque chose, hein, c'est que ce sont des apprentissages qui sont liés aux différents éléments, aux différents éléments de la vie. C'est une formule de Gilles Brugère. Mais cette idée, globalement, que y a plein d'espaces où on apprend des choses, il n'y a pas d'objectif éducatif explicite, il n'y a pas de dispositif organisationnel pour apprendre, des programmes, j'en connais, il n'y en a pas, on n'évalue pas, et pourtant, on apprend. Et bon... Très clairement, je ne sais pas comment vous avez appris à parler et à marcher, mais je ne suis pas sûr que dans la salle, beaucoup aient eu des leçons de marche. Si vous... Et pourtant, on marche à peu près. C'était une formule de Stella Baruch qui redevient à la mode, j'ai vu ce matin, puisqu'elle re-questionne les méthodes de maths, qui disait « Si on avait confié la marche à l'éducation nationale, on aurait un pays de paralytiques ». Oui, on fera une leçon. Ça me fait penser à un autre texte qui était dans les cahiers pédagogiques sur l'enseignement de la belote, qui montrait que si l'école enseignait la belote, vous auriez la première leçon distribution des cartes, deuxième leçon identification des cartes, troisième leçon les règles, quatrième les stratégies, et au bout de 2 ans, vous auriez un diplôme de belote sans avoir jamais joué à la belote. Au-delà de la boutade, il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Donc, déjà, ce que je veux défendre, c'est l'idée qu'il y a des formes d'apprentissage dans lesquelles on ne peut pas rentrer dans le contrôle, et elles sont totalement complémentaires des formes d'apprentissage institutionnalisé scolaire. Donc, il ne s'agit pas de les opposer, de mon point de vue, il s'agit d'accepter qu'elles soient là, et que c'est quand même une dynamique assez intéressante sur laquelle on pourrait s'appuyer. C'est ce qui me fait dire, pour ma part, par exemple, qu'une des caractéristiques d'une pédagogie comme celle de Freinet, c'est de réintroduire de l'informel dans le formel. C'est-à-dire tout un tas de moments et d'espaces dans lesquels ce qui se joue dans les apprentissages est plutôt de l'ordre de l'informel, avec des manières d'apprendre qui sont liées à l'imitation entre enfants, avec l'observation. Moi, j'aime bien un psychologue comme Bandura qui développe l'idée, on appelle ça l'apprentissage vicariant, qui a une partie de l'apprentissage qui se joue dans l'observation, la reproduction de ce que font les autres et l'appropriation des stratégies des autres, par exemple. Et puis, entre deux, et c'est là-dessus qu'on va commencer à arriver au périscolaire, nous avons un troisième espace éducatif qui est un vieil espace, qui va toucher à des objectifs éducatifs explicites, un dispositif organisationnel en rapport aux objectifs, mais par contre ensuite des formes pédagogiques qui sont plutôt proches de l'informel, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a pas de programmation d'apprentissage, il n'y a pas d'évaluation. Et là, nous retrouvons tout ce qui s'est joué dans les processus de type éducation populaire, animation socio-culturelle, où en fait, pour faire une colonie de vacances, moi j'étais un tout petit peu dans les directions de colonies de vacances, il faut quand même déposer son projet éducatif au ministère, montrer qu'on va apprendre quelque chose à travers ces activités, mais pour autant,
on n'évalue pas après avoir fait une partie de balle assise. Enfin, il y en a qui l'ont fait peut-être. Moi, j'ai failli le faire parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est ce qui faisait sérieux, c'était quand même plutôt le scolaire. Et là, je crois qu'on va rentrer dans une première tension, c'est-à-dire que le non formel, que je préfère appeler aujourd'hui le semi-formel, parce que finalement, ça a des formes des deux, de l'informel et du formel, ce sont des espaces dans lesquels il va y avoir des apprentissages. On va les organiser dans des intentions d'apprentissage, mais par contre, ils ne doivent pas, en principe, être dans les formes pédagogiques du scolaire. Et la réserve du en principe m'amène à ce qu'on commence à constater sur le dispositif périscolaire, c'est-à-dire que dans une société où faire sérieux, c'est être plutôt du côté du scolaire, on pourrait avoir une première question, à savoir si les différentes réformes de ces dernières années ne sont pas en train de transformer l'animation et le périscolaire en scolaire. C'est-à-dire ça fait partie des constats. Nous avons observé des animateurs qui ont énormément tendance à vouloir faire des fiches de prep avant de faire leurs activités parce qu'on leur demande dans les services de le faire. Et ces fiches de prep peuvent déboucher sur des évaluations qui finalement finissent par emprunter les formes du scolaire et potentiellement faire perdre tout ce qui est l'intérêt de l'animation, c'est-à-dire la construction d'une relation dans la gratuité. Gilles Brougère, quand il parle du jeu, il parle de frivolité. Et l'intérêt du semi-formel, de mon point de vue, ça serait par exemple de pouvoir avoir des pédagogies ludiques, mais pour du vrai. J'avais travaillé en tant qu'institut à un moment donné sur qu'est-ce qu'on fait du jeu à l'école, par exemple. Le jeu à l'école, on le transforme en exercice. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment du jeu à l'école? Je mets à part la cour de récréation, la maternelle, on pourrait discuter. Mais là, aujourd'hui, on pourrait vraiment se poser cette question-là. Ce qui s'appelle jeu à l'école, c'est peut-être pas vraiment du jeu. J'aurais plus loin, ce qui s'appelle projet à l'école, c'est peut-être pas vraiment du projet, en tout cas pour l'enfant. Pour l'institut, il n'y a pas de problème, pour le prof, il n'y a pas de problème. Lui, il est en projet de quelque chose. Mais est-ce que, du point de vue de l'élève, quand je lui propose de faire, moi je travaillais en SECPA, je faisais faire des cerfs-volants à mes élèves, quand je réfléchis quelques années après, je suis pas sûr qu'ils se sentaient en projet, qu'il y avait une grande différence pour eux si je leur avais proposé un atelier cerf-volant, point. Vous voyez l'enjeu. Donc il me semble que l'enjeu entre ces trois formes d'éducation, c'est de ne pas dire qu'il y en a qui sont mieux les unes que les autres, mais c'est qu'elles ont des logiques particulières et qu'il va falloir se demander si ces différentes logiques ne sont pas plus complémentaires et si on n'aurait pas intérêt à les faire dialoguer pour enrichir le modèle pédagogique global. Autrement dit, quand des enfants n'ont pas du tout accès à des espaces de type non semi-formel, il y a toute une partie de la culture qui va peut-être avoir du mal à se construire. Et là, vous allez voir tous les dispositifs actuellement. Depuis une vingtaine d'années, on a essayé de construire un semi-formel institutionnalisé. Donc vous avez, c'est parti depuis les aménagements du temps de l'enfant en France en 84. Ah oui, en 2008, c'était pas la première fois, en 2013 non plus. C'est 84, les premiers aménagements du temps de l'enfant, où on a progressivement institutionnalisé à côté de l'école un espace semi-formel qui est devenu périscolaire, là où avant, pour être clair, il était extrascolaire. C'est-à-dire le semi-formel, c'était l'animation, c'était complètement sans lien avec l'école. Et là, aujourd'hui, on a une configuration nouvelle, c'est qu'on va demander à l'espace scolaire de travailler avec un espace semi-formel et aussi de travailler avec les familles. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est que on est dans une situation où à la fois il y a de la nouveauté et à la fois cette nouveauté, une de mes questions en ce moment, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle sorte d'animation? Puisqu'on met des animateurs BAFA dans des dispositifs périscolaires, alors que le cadre même n'a rien à voir avec la manière dont fonctionnait l'animation dans le cas d'un centre de loisirs, d'un centre de vacances, d'un séjour de vacances. Puisque faire de l'animation sur des créneaux de 45 minutes, comme on peut le voir dans beaucoup de dispositifs, c'est peut-être une compétence totalement nouvelle et dans laquelle on ne peut pas forcément transférer les compétences classiques d'un animateur BAFA. Donc je vais le développer un peu, mais il me semble que du coup cette question scolaire, périscolaire, éducation informelle est une question qui mérite vraiment notre attention. Et aussi dans la formation des enseignants, dans la formation des animateurs, parce que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui ces systèmes, au moins dans le primaire, se sont totalement diffusés, systématisés, et la question des dispositifs périscolaires, elle est centrale.
L'autre élément, c'est aussi qu'est-ce qu'on vise dans ces dispositifs. Et donc, c'est pour ça que je suis passé à diapo sur la réussite éducative. Donc, je vais aller très vite puisque c'est ce que montrait Nathalie Dupont ce matin. C'est l'idée que les acteurs n'ont peut-être pas les mêmes objectifs. Et donc, travailler ensemble, construire une coéducation, si les acteurs n'ont pas vraiment les mêmes objectifs, ça risque d'être compliqué. Mon hypothèse est la suivante, c'est aujourd'hui que la question de la réussite éducative n'est pas portée par l'école. Que l'école continue de porter quelque chose que je vais appeler la réussite scolaire. Et notamment, si on évalue les effets de notre système éducatif aujourd'hui, nous évaluons les effets de réussite scolaire. Donc il y a un enjeu complet, je vais le développer après, c'est de penser la réussite éducative, pas comme quelque chose de totalement extérieur à l'espace scolaire, mais que, y compris tous les espaces, aient en commun de penser et réussite éducative et réussite scolaire. Donc la réussite scolaire, ça va nous renvoyer à tous les indicateurs de passage de classe, de performance scolaire, d'orientation. La réussite éducative, ça va nous renvoyer, comme c'était présenté ce matin, à des indicateurs de type développementaux. Bien-être, plaisir, être en capacité d'aller au bout de son projet, être en capacité d'avoir construit des savoir-être aussi avec les autres. Et je pense que très souvent on oppose ces deux notions alors qu'elles sont complémentaires. Je pense au texte là, de Dominique Glassman qui s'affiche ici. Vous remarquerez que dans ce texte il y a un point d'exclamation. Parce que tout se passe comme si on se répartissait les choses. L'école, la réussite scolaire, les autres espaces, la réussite éducative. Mais en fait, dans ce que développe Dominique Glassman, je suis assez de son avis, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est d'abord et avant tout que ces différents espaces contribuent à leur manière aux deux formes de réussite. On ne peut pas se contenter non plus d'avoir des enfants qui ne soient pas, de viser pour les enfants qu'une forme de réussite éducative qui n'intègre pas la réussite scolaire, par exemple. Et en même d'un autre côté, ne penser que la réussite scolaire, ça serait quand même sacrément problématique de mon point de vue si on est dans une perspective d'éducation globale. Voilà. Alors, à partir de ça, nous, on essaye de réfléchir sur, du coup, la complémentarité entre ces différents types d'actions pédagogiques pour permettre une éducation globale. Et cette idée, avec en toile de fond, l'idée que cette coéducation nécessiterait que les acteurs puissent se rencontrer, travailler ensemble, construire ensemble des projets cohérents pour permettre la mise en place d'un modèle pédagogique plus complexe, mais qui intègre toutes les formes éducatives. Bien, en même temps que je prononce cette phrase, je m'imagine les réunions auxquelles je participe parfois, les espaces dans lesquels nous avons enquêté. Clairement, la coéducation aujourd'hui, c'est un projet. On ne peut pas considérer que les conditions qui apparaissent ici soient en place dans beaucoup d'espaces, à moins que vous ayez un microclimat en Basse-Normandie. Mais vous l'avez peut-être à certains endroits, hein, mais clairement, c'est un enjeu aujourd'hui de construire les conditions de cette coéducation. Alors, je vais maintenant m'appuyer un petit peu sur ce que nous, on a pu voir dans les enquêtes, mais il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas fait de diapo, mais qui me paraît important aussi à déconstruire. C'est l'idée qu'aujourd'hui, dans les politiques, ce qu'on cherche à tout prix, c'est la continuité éducative. Et dans beaucoup de dispositifs, l'idée de coéducation, la visée, c'est la continuité éducative. Donc, qu'on fasse converger les dispositifs vers un même objectif. Ça vous parle à tous, ça bon. Comment dire, cette idée m'interroge beaucoup parce que le risque de la continuité éducative, ça risque d'être la normalisation des formes pédagogiques. Et notamment quelqu'un qui a un petit peu réfléchi à l'éducation, qui s'appelle Philippe Mérieux, lui milite pour assumer les ruptures éducatives. L'idée que ce qui structure, c'est pas forcément les continuités, c'est la gestion, entre guillemets, des ruptures, et je serais assez d'accord avec lui, c'est-à-dire que l'enjeu de tous ces dispositifs va peut-être pas être que tout soit de manière cohérente, organisé de manière cohérente et convergente, mais qu'on puisse assumer et reconnaître l'intérêt et la spécificité de chaque forme éducative et de chaque forme pédagogique. Et ça me paraît une question très importante pour ce qui nous occupe aujourd'hui, puisque ce qu'on peut voir en tout cas dans les projets institutionnels,
c'est l'idée qu'on chercherait à tout prix à faire converger, que l'école d'un côté soit plus proche des pratiques de l'animation, donc on va faire des pédagogies interdisciplinaires, intégrer de la pédagogie de projet à l'école, mais de l'autre on va demander aux espaces périscolaires d'avoir une plus-value directe pour le scolaire, et donc d'une certaine manière de rendre des comptes sur quand vous êtes allé à l'activité du soir, en quoi ça sert pour apprendre à l'école. Je pense que ça parle un petit peu à ceux qui ici travaillent sur ces questions. Et donc l'idée que travailler la question des complémentarités, c'est pas forcément travailler la question de la continuité ou en tout cas de la convergence, me paraît assez essentiel à poser. Pour ma part, je crois qu'on a plutôt intérêt à construire des modèles où chacun à sa place puisse proposer la cohérence de son modèle de manière à ce qu'on diversifie les formes pédagogiques pour les enfants. Alors, dans la réforme des rythmes scolaires, je vais m'appuyer sur celle-ci maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une ambiguïté très forte qui rend les choses extrêmement compliquées pour les acteurs. Quelle est la première ambiguïté? C'est que ces réformes ont été vendues pour améliorer les apprentissages. Et notamment la réforme des rythmes scolaires de 2013 a clairement été positionnée par l'institution comme un outil qui pouvait aussi aider à la lutte contre l'échec scolaire. Donc je partage ce qui a été dit ce matin sur l'idée qu'il y a une ambiguïté entre réussite éducative et lutte contre l'échec scolaire. Et donc, globalement, médiatiquement, ce qu'on peut avoir compris de ce type de réforme, c'est que l'enjeu, c'est que le périscolaire devienne un espace d'apprentissage au service du scolaire. Et si c'est compris comme ça, eh bien ça va jouer sur les formes scolaires. C'est-à-dire qu'on va avoir une forte tendance peut-être à ce que ces espaces se scolarisent. Bon, j'y reviendrai juste après. Or, l'idée qu'il y a derrière, pourtant, c'est pas celle-là. C'est une vieille idée de l'éducation populaire. C'est l'idée que les loisirs peuvent être éducatifs tout simplement parce qu'on est dans le non formel. Et que l'apprentissage par les loisirs est une manière d'apprendre qui peut contribuer au développement de la personne, et comme elle contribuera au développement de la personne, de manière incidente, elle pourra contribuer à la réussite scolaire. Mais l'histoire de l'éducation populaire, c'est pas de se poser et de se mettre au service de la réussite scolaire. Vous voyez bien le déplacement là qui est d'importance, parce que je crois aujourd'hui, je pense que j'ai bien compris, il y a des responsables ou des élus de dispositifs dans la salle. Je crois qu'aujourd'hui, les dispositifs sont en tension sur cette question-là. Une double tension qui est liée du coup à la demande sociale qui fait que le périscolaire est un espace qui aujourd'hui est perçu comme devant être dévolu à des apprentissages sérieux. Et si ce déplacement est effectif, si mon hypothèse est juste, ça veut dire qu'il y a une pression très très forte aujourd'hui sur les acteurs du périscolaire qui n'étaient pas en place il y a une dizaine, voire il y a une quinzaine d'années. Bon, voilà. Alors, je continue là-dessus. Donc, le postulat, là, je viens de le développer. Moi, je vais me positionner dans l'idée que ce que nous cherchons, c'est à construire une forme de complémentarité qui permette à chaque acteur de construire sa légitimité à travers dans une relation de type horizontal. Donc, ce que je vais essayer de développer, c'est que les formes d'éducation que j'ai montrées sont très souvent hiérarchisées dans les représentations. Globalement, l'école, c'est plus sérieux que le reste. Je pense que vous l'avez peut-être perçu dans votre différente vie. Or, on ne peut pas penser la question collaborative si on part de ça. Parce que ce qui va se passer, c'est que tous les dispositifs vont être pensés comme aimantés autour de la question scolaire. Et donc, mon postulat sera qu'il faut essayer de penser la question, en tout cas de la regarder, dans l'horizontalité des formes, c'est-à-dire l'éducation familiale, l'éducation informelle, la semi-formelle et la formelle, sont trois formes d'éducation qui n'ont pas à être hiérarchisées. Elles ont toutes autant leur importance dans le développement d'un individu. En disant ça, je me sens déjà un petit peu parfois en contre-courant. Sachant que comme ces dispositifs sont parfois pensés d'abord et avant tout dans la perspective de la compensation sociale, donc je vous ai mis cette image pour vous réveiller à l'heure de la sieste, dans les rythmes scolaires, globalement, nous avons des élèves, des enfants qui ont de fait, de par leur vie et leur classe sociale, tout un tas d'activités complémentaires de l'école qui sont en place, et d'autres enfants, donc cette histoire de l'école du coin, qui ont peu de choses, et il y a effectivement un enjeu à ce qu'on puisse construire des dispositifs d'éducation complémentaires de l'école qui permettent, entre guillemets, un accès à la construction, si on prend les travaux des sociologues, globalement, la construction d'un capital culturel, la construction
des habitus moi j'appelle ça le rapport à l'apprendre, le rapport au savoir, des habitus nécessaires pour fonctionner à l'école. Mais ça va se faire soit en compensation, et je crois que c'est là-dessus qu'on est parti en ce moment, soit en essayant de penser les choses dans leur simple logique pédagogique. Alors voilà. Donc ce qu'on a fait travailler, nous, c'est que les questions d'accompagnement, notamment scolaire, aboutissaient à ce qu'on convoque 3 grands champs. D'un côté, des dimensions qui pourraient ressembler au travail social. Et ce qu'on peut demander, quand on analyse certains dispositifs, on peut se demander si parfois ils sont encore du côté, par exemple, des loisirs, ou ils ne sont pas carrément basculés du côté du travail social. Du côté de la reprise scolaire, on en voit beaucoup de dispositifs de manière générale qui sont dans le travailler plus pour apprendre plus. C'est-à-dire où c'était une enquête de Céline Piquet en 2003 sur l'accompagnement scolaire qui montrait qu'historiquement les premiers dispositifs dans les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité étaient plutôt du côté des loisirs éducatifs et que progressivement, déjà en 2003, on se rendait compte que la part, par exemple, d'aide aux devoirs dans tous les dispositifs périscolaires était de plus en plus forte. Je suis pas sûr du tout que ça se soit, cette évolution se soit arrêtée depuis 2003. Et puis un autre pôle organisateur qui est celui de l'animation socioculturelle. Et c'est ce pôle-là qui a été massivement mobilisé en 2013 par la réforme sur les rythmes scolaires. Voilà. Alors, je vais faire une focale sur les pratiques collaboratives puisque c'était notre contrat. Puis je regarde l'heure. Sur les pratiques collaboratives, nous utilisons un outil qui est tout bête, qui nous vient du Québec, qui s'appelle le Continuum de Little, donc je vous présente rapidement, et qui vise à regarder les niveaux d'interdépendance dans le travail. L'idée, c'est qu'il y a collaboration quand les personnes sont dans l'interdépendance, ce qui était décrit ce matin dans les apprentissages coopératifs, c'est-à-dire sont dans la capacité de travailler les uns avec les autres. Et dans le Continuum de Little, il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est des formes de collaboration dans lesquelles il y a des échanges sociaux, informels, superficiels, avec des interactions qui sont globalement des interactions de vie sociale, mais qui ne sont pas centrées sur la résolution de problèmes en commun, ni sur des situations typiquement professionnelles. Globalement, c'est le niveau de collaboration de la salle des profs, quand on prend un café ensemble et qu'on discute un petit peu du boulot, mais sans à aucun moment être en situation de réellement travailler ensemble. Le niveau 2, c'est des relations d'entraide de type informel entre collègues, souvent ponctuelles et à sens unique. Donc on va être sur le niveau, il y a de l'entraide, mais globalement on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement structuré, et ça apparaît, ça disparaît selon les situations. Le troisième niveau, c'est tout ce qui va toucher à des discussions pédagogiques, disciplinaires, du partage et la construction de stratégies en commun. Donc en fait, on va ranger là des pratiques où il y a des constructions de projets en commun qui vont être structurées et qui vont aussi avoir une vie qui va s'arrêter parfois assez rapidement, mais en même temps, là, il y a une formalisation de la collaboration. Et le quatrième niveau, c'est un cadre commun de référence, donc avec des débats d'opinion, de l'expertise, des partages d'expertise, des ressources, et la résolution ensemble de problèmes complexes. Alors, je ne sais pas si... cette grille me paraît intéressante parce qu'elle nous permet de regarder où on en est dans les différentes relations. Et donc, on l'a appliqué dans une enquête sur un dispositif périscolaire pour regarder comment se jouaient les relations entre enseignants et personnel périscolaire, puisque au bout d'un an de dispositif, ce qui nous était remonté, c'était globalement que les gens n'arrivaient pas à travailler ensemble. Hein. Alors, on avait un projet éducatif local qui mettait le partenariat et la collaboration au centre, mais en fait des pratiques qui devenaient extrêmement compliquées. Donc, on a utilisé cet outil-là pour essayer de voir comment, dans tous ces acteurs qui seraient censés faire partie d'une perspective coéducative, donc les enseignants, les animateurs socioculturels, une autre catégorie d'intervenants qui pour nous n'est pas du tout la même dans ces dispositifs, ce sont les intervenants culturels et sportifs, puisqu'en fait là c'est pas la culture animation culturelle, c'est les intervenants de conservatoire, les intervenants d'écoles de musique, les intervenants de clubs sportifs, sont plutôt dans une culture de type forme scolaire spécifique. C'est pas des enseignants, mais c'est quand même des enseignants de quelque chose. Enseignants du sport, enseignants de... Donc on les a pas mis dans la même catégorie. Tout ce qui pourrait être les intervenants médico-sociaux, dans le périscolaire, ils n'ont pas une place importante. Par contre, quand on est sur ces modèles-là, sur la question scolaire, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des acteurs quand même assez essentiels, ne serait-ce que par la médicalisation de l'échec scolaire.
Aujourd'hui, quand vous êtes instituteur, aujourd'hui, l'orthophoniste fait partie intégrante de la systémique du suivi de l'élève, hein, pour être clair. Bon. Et puis, la famille, j'ai envie de dire bien évidemment, même si mon bien évidemment sonne un peu creux, parce qu'on peut se demander si les familles sont réellement intégrées à cette perspective coéducative. Alors, j'y reviendrai un tout petit peu après. Donc, ce qu'on a montré dans cette enquête, qui est peut-être intéressant, c'est qu'en fait, il y avait peut-être un effet de trompe-l'œil aujourd'hui dans beaucoup de situations. Puisque on a trouvé sur cette commune, je crois qu'on peut le trouver dans pas mal de communes. C'est l'idée qu'en fait, oui, la coéducation s'est véritablement bien développée ces dernières années, mais il faut distinguer deux strates. La strate des décideurs institutionnels et des organisateurs de dispositifs, qui ont construit depuis 15-20 ans effectivement des collaborations formelles structurées. Quand on va, moi je suis membre de conseil éducatif local, je vois régulièrement des représentants de l'éducation nationale, des représentants de la jeunesse, des représentants du travail social, travailler autour d'une table sans aucun problème, construire des projets ensemble, réfléchir de manière très fine des dispositifs. Et donc, dans la strate, je dirais, des décideurs, nous avons un véritable développement de pratique et c'est assez intéressant. Par contre, nous avons une seconde strate qui est celle des opérateurs pédagogiques. Autrement dit, les personnes qui sont au plus près des enfants dans les dispositifs. Et je crois que la situation est assez contrastée. Donc voilà. Donc là, vous voyez, on a utilisé le continuum de Little pour lire le schéma. Ce qui est en jaune, c'est ce que nous, on a pu observer. Ce qui est en jaune clair, c'est des choses qui paraissent en construction. Et nous, dans nos observations sur cette enquête-là, clairement, on dirait qu'entre les représentants des institutions, ils sont au plus haut niveau de collaboration. Ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. Ils ont construit un langage commun. Et ils sont en capacité de construire des projets qui, sur le papier, sont extrêmement sophistiqués, de travailler réellement ensemble régulièrement. Donc, on pourrait dire que là, les pratiques coéducatives, collaboratives sont bien développées. Par contre, au niveau des acteurs, des agents éducatifs en contact avec les publics, là, la situation est assez différente. C'est-à-dire que nous sommes plutôt dans une situation où, en fait, alors donc, nous, c'était massivement, les deux enquêtes, c'était des dispositifs dans lesquels les pratiques d'animation périscolaire se font dans les locaux scolaires, à quelques exceptions près ou dans les locaux scolaires, avec globalement une division du travail éducatif très claire qui consiste à ce que quand les enseignants, à la fin du temps scolaire, les enseignants font une passation aux animateurs et cette passation se fait même sans quasiment aucun échange informel. C'est-à-dire c'est une vraie passation, quoi. On se passe le paquet. Et donc, on a plutôt l'impression qu'au niveau des relations telles qu'elles sont construites dans ce que nous, on a observé, c'est qu'on est dans des niveaux vraiment d'échanges sociaux informels, sans collaboration. Et alors, le projet commun, on le cherche fortement. Le projet commun, il est présent si c'est le projet élaboré par les strates des coordinateurs, par les strates décisionnaires. Mais en quoi les acteurs auprès des enfants sont porteurs de ce projet ? Très peu. Donc on avait une question dans nos entretiens qui était connaissez-vous le projet éducatif local? Bon, on n'a quasiment pas eu de réponse, ni des enseignants, ni des animateurs. Ensuite, on essayait de savoir ce que les personnes avaient compris du projet qu'elles avaient à conduire dans leurs actions. Et là, en fait, nous sommes confrontés au fait que chacun redéfinit le projet à sa manière. C'est-à-dire, toutes les personnes interrogées ne s'appuient pas sur le projet commun, écrit, existant du dispositif, mais s'appuient plutôt sur la représentation qu'elles s'en font. Donc là, si je reviens sur la question de collaboration, on est dans une situation où c'est un langage de sourds, parce que chacun projette ses propres représentations de l'intérêt d'avoir un dispositif périscolaire. Et donc là, la coéducation, dans la strate des agents éducatifs, elle nous paraît relativement restreinte. Donc, ce que montre cette diapo, c'est que dans les strates décisionnaires, nous avons effectivement aujourd'hui des collaborations très fortes et très intéressantes. Alors, on pourrait considérer que c'est peut-être un point de départ, mais par contre, que dans les strates du côté des intervenants pédagogiques, on est beaucoup plus dans une cohabitation, voire une juxtaposition d'actions, que dans ce qu'on pourrait appeler clairement une perspective coéducative ou collaborative. Et ça, il nous semble qu'à travers ce type de résultats,
il y a d'autres travaux faits par des collègues. Tous les travaux que je peux lire me paraissent assez convergents sur ce point. Nous sommes sur un enjeu fondamental du développement de ces différents dispositifs. Voilà. Alors, si je continue, comment expliquer ça? On pourrait l'expliquer par l'attention sur les visées. C'est-à-dire l'espace scolaire, alors là je vais centrer sur pour l'instant scolaire, périscolaire, puis on ira après sur les familles. L'espace scolaire reste massivement centré sur des visées d'apprentissage scolaire. Et à partir de ce moment-là, la dimension de réussite éducative passe complètement au second plan et toute une partie des pratiques deviennent invisibilisées, peu pensées comme importantes. Globalement, et ça c'est renforcé, je l'ai dit tout à l'heure, donc je passe très vite sur ce diapo, c'est renforcé par le fait que le périscolaire aujourd'hui est vendu comme relevant d'une plus-value d'apprentissage. Donc, je suis amusé à faire ce tableau pour montrer que finalement dans le périscolaire, on avait des formes d'activité qui pouvaient être plus ou moins reconnues comme, j'ai mis noble exprès pour provoquer un petit peu, comme étant plus ou moins sérieuses, plus ou moins utiles au scolaire. Et aujourd'hui, ces activités se jouent. Alors, si je prends par exemple dans les observations, dans les entretiens que nous avons, globalement, il me semble qu'aujourd'hui, une partie du monde enseignant n'a plus... Est-ce que c'est aussi parce que le BAFA ne fait plus partie de la formation obligatoire des instituteurs depuis 1992-93 et la création des UFM? Mais c'est vraiment une question que je me pose. Nous avons des jeunes enseignants qui connaissent mal, pour certains, l'intérêt éducatif potentiel des activités de loisirs. Autrement dit, ce qu'aurait pu être une culture commune. Pour ma part, j'ai un double cursus d'animateur et d'enseignant. Je pense être en capacité, dès que je vois des gamins jouer, je me dis, tiens, ils apprennent quelque chose. Mais il n'est pas dit du tout qu'aujourd'hui, une nouvelle génération d'enseignants ait été formée à analyser les situations de loisirs comme des situations d'apprentissage. Et nous retrouvons ça très fortement dans les propos, dans nos entretiens, où de nombreux enseignants nous disent, mais qu'est-ce que vous voulez, au périscolaire, ils jouent, quoi. C'est pas sérieux. Et le périscolaire devient quelque chose d'intéressant quand il prend les formes du scolaire dans ses entretiens. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est quand il y a un intervenant musical qui vient, quand il y a un éducateur sportif sérieux qui fait vraiment du sport. Mais par contre, l'animateur qui joue à la balle aux prisonniers dans la cour, c'est de la garderie. Et donc, on a essayé de travailler un petit peu ces notions-là. Et donc, la grille sert à ça. C'est à montrer qu'en fait, il y aurait 4 types d'activités dans les dispositifs périscolaires aujourd'hui. Les premières seraient dans le formel et la transmission, ce qu'on va appeler dans beaucoup de dispositifs ils appelaient ça les activités spécifiques. Et là, on voit activités de nature, initiation musicale, activités manuelles et techniques. Alors, j'ai mis tricot parce que on a vu des leçons de tricot. C'est très intéressant. Et ça renvoie à un pédagogue qui s'appelle Oberlin, pour ceux qui le connaissent. Mais cette idée qu'il faut apprendre quelque chose. Et donc, il faut que ça ait la forme de quelque chose de structuré didactiquement pour un apprentissage dans ces choses. Et là, du coup, on a un encadrant qui devient enseignant, qui n'est pas animateur, mais qui mène et qui encadre des activités. Et donc, on arrive sur le formel, en fait. Progressivement. Deuxième forme, c'est le semi-formel. Donc là, c'est les activités classiques de l'animation, des activités sportives encadrées par des animateurs. Si certains d'entre vous étaient déjà dans ces milieux il y a une vingtaine d'années, je vous rappelais que par exemple qu'en 95-96, nous avions eu des gros soucis parce que d'un coup, les animateurs socioculturels n'avaient plus le droit d'organiser les activités sportives parce qu'ils étaient censés pas être compétents. On avait des points de tension comme ça. Et donc là, c'est l'idée d'activités sportives, mais encadrées par les animateurs, donc pas à visée d'apprentissage ni d'initiation sportive. Et donc là, l'encadrant mène l'activité, mais reste quelqu'un qui a des médiations éducatives intentionnelles, autrement dit, qui a la capacité de développer des apprentissages à travers l'animation. Et ça, je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est sur ces deux modèles-là que tient le discours lié au périscolaire et la complémentarité éducative. Sauf que, la compétence d'animation semi-formelle comme ça, c'est une compétence experte. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel animateur qui est en capacité de faire ça. Pour ceux qui viennent des mouvements d'éducation populaire, ce sont les compétences expertes qu'ont les formateurs dans les mouvements, ça. Et pour le coup, beaucoup d'activités que nous avons pu observer se jouent dans les deux autres espaces, c'est-à-dire un semi-formel du côté, un des dispositifs, ils appelaient ça activité détente, c'est-à-dire
on aménage, c'est la théorie, c'est les approches de type coin permanent dans l'animation, on aménage des espaces pour que les enfants puissent faire des jeux de cours, des jeux sportifs. On se contente d'aménager le milieu en se disant il y aura des médiations éducatives. Mais si les médiations éducatives sont pas là, en fait, ça devient des espaces strictement informels, c'est-à-dire la cour de récréation, globalement. Et quand les dispositifs périscolaires, comme je crois que c'est le cas dans beaucoup d'espaces, ne bénéficient pas en plus de conditions matérielles très propices, eh bien là où l'intention part du semi-formel, approche ludique et atelier, ce qu'en voient les acteurs, c'est strictement la dimension informelle de situations. Et nous, on a vu des situations quand même pas très... Quand vous avez 30 enfants dans une salle pour jouer à des jeux de société où officiellement c'est du coin permanent et où dans la réalité c'est quelque chose qui n'est absolument plus organisé, on peut comprendre qu'un observateur extérieur ait du mal à voir ça comme un moment éducatif. Avec une autre tension, du coup, le paradoxe absolu de cette réforme, mais je vais m'arrêter là parce que je sors un peu du cadre là-dessus, mais le paradoxe absolu de cette réforme, c'est qu'au départ, c'est quand même une réforme pour les rythmes scolaires, les rythmes des enfants. Et qu'on se retrouve avec une juxtaposition d'activités de transition qui rendent les enfants beaucoup plus fatigués potentiellement que... Donc, en fait, si on analyse cette réforme, au niveau des collaborations, il semblerait qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et au niveau même de son rapport à ses objectifs, là-dessus, avec les modèles qui sont mobilisés, la complémentarité aussi reste à construire. Alors, problématique de base, par exemple, c'est les constructions. Donc là, j'ai juste listé les difficultés. Grande difficulté, c'est le partage des espaces et des locaux, des lieux qui renvoient à la forme scolaire. Et donc, comme il renvoie à la forme scolaire, il est compliqué pour les autres formes éducatives de pouvoir s'inscrire dans leur logique. Comment faire de l'animation dans un espace qui va servir le reste du temps à l'école, par exemple. Est-ce qu'on peut bouger les tables? Est-ce qu'on ne peut pas bouger les tables? Oui, des choses comme ça. Donc, c'est ce que j'appelle là l'entretien du matériel et le syndrome du pinceau. Est-ce que le pinceau va être nettoyé si jamais le périscolaire utilise le matériel de peinture de l'école? On peut en rigoler, mais je crois qu'il y a plein d'espaces où la question collaborative, elle commence par là. C'est-à-dire comment on se met d'accord pour des usages en commun de matériel. Et dans beaucoup d'écoles où je suis passé, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun a son armoire maintenant. Et donc là, on voulait viser une forme de convergence. On se retrouve avec une juxtaposition absolue et un partage à minima des locaux avec l'élément qui semble le point de tension de collaboration le plus fort, c'est tout ce qui touche aux règles de vie et de fonctionnement différentes. Autrement dit, dans nos entretiens, pendant l'animation, ils ont le droit de faire ça. À l'école, on ne fait pas ça. Ça reste les locaux scolaires. Et donc, toutes ces questions me paraissent... Enfin, on aurait quasiment pu les anticiper, mais on sait déjà que les postures d'adultes dans l'enseignement, dans l'animation, ne sont pas les mêmes. Moi, j'en ai fait l'expérience. J'étais animateur. La première fois que j'ai fait la classe, ça a été très dur. Parce que j'ai joué l'animateur. Et eux, ils attendaient un prof. Et donc... on se rend vite très compte que ce ne sont pas les mêmes modes relationnels, les mêmes manières de fonctionner. Il y a un lâcher-prise chez l'animateur qui n'est pas du tout, alors que l'enseignant est plutôt dans le guidage et le contrôle. Et donc tout ça fait que ça mériterait d'être réfléchi. Or, ce qui s'est passé massivement, je crois, en tout cas nous sur les terrains où on a enquêté, c'est que ces choses-là n'ont pas été travaillées de manière extrêmement concrète avec les agents éducatifs eux-mêmes. Et donc, à travers ces enquêtes, ce qu'on pourrait ressortir, c'est qu'il y a un enjeu très très fort à penser les conditions concrètes des collaborations aujourd'hui. Voilà. Mais on pourra y revenir si vous voulez. Donc voilà, une réforme très difficile à évaluer, même si l'inspection générale arrive à le faire. Donc, ce dessin, je tombais là-dessus sur Internet, ça avait beaucoup amusé. Donc vous avez les nouveaux rythmes, je sais pas, Et un inspecteur qui dit, en bref, c'est une grande réussite. Et je crois qu'on est un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire un discours performatif qui va essayer vous voyez bien que nos enquêtes montrent qu'à la fois, il y a quand même quelque chose qui s'est passé et ces créations se sont installées dans le paysage. Nous avons conclu notre rapport en disant que globalement, les premiers niveaux de tension étaient passés et que les cohabitations étaient en place, et c'était pas forcément gagné sur beaucoup de territoires, mais que par contre, maintenant, l'enjeu coéducatif, il devait se poser maintenant. C'est-à-dire, c'est à partir de cette cohabitation construite que vont pouvoir potentiellement se construire aujourd'hui les conditions réelles d'une collaboration.
Et donc tout le travail, d'une certaine manière, reste à faire à ce niveau-là. Voilà. Alors je vais passer ça à tout ça. Les critères, oui, non, je vais d'abord aller là-dessus, puis j'y reviendrai peut-être tout à l'heure si vous m'interrogez. Je voudrais aller sur la question des familles, du coup. Parce que par contre, le grand absent, il y a deux grands absents de ce qu'on lit dans la littérature sur ces questions. Les premiers, c'est les enfants. Et nous, les premiers, en fait, on n'a quasiment pas enquêté les enfants, à savoir qu'est-ce que ces réformes, quelle place ils ont. Et avec ce que j'entendais ce matin, je suis en train de me demander si la question collaborative sur ces dispositifs, elle ne pourrait pas intégrer un petit peu plus les enfants. Je sais qu'il y a des travaux ici à Caen qui prennent cette focale-là et elle me paraît extrêmement intéressante. Et les deuxièmes absents, ce sont les familles dans tous ces dispositifs. Puisque si je suis dans la définition de la coéducation que je vous donnais en début d'introduction, les familles devraient être totalement intégrées au processus. Or, là, je vais sortir un peu de nos enquêtes. Ce qu'on voit, c'est que les familles sont plutôt satisfaites. Nous, les deux dispositifs, on est tombé sur des familles plutôt satisfaites de ces dispositifs, mais satisfaites parce qu'elles sont en fait, non pas dans la collaboration, mais dans ce que Philippe Mérieux appelait, à un moment donné, Mérieux développe l'idée qu'il y a des dispositifs qui sont des institutions et qu'il y a une forme de développement d'une logique de service. Et en fait, ces dispositifs, peut-être qu'au lieu de développer une perspective coéducative, elles développent plutôt l'idée qu'on offre de nouveaux services à des usagers. Et les familles apparaissent, nous, dans le dispositif, très peu impliquées, sauf dans les strates institutionnelles où il y a des représentants officiels des familles, c'est les parents élus des associations. Mais est-ce que ces parents sont vraiment, si vous faites la sociologie des parents élus, est-ce qu'ils sont représentatifs? Il y a beaucoup d'enseignants quand même. Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs des familles? Ce serait un premier niveau de discussion. Et la deuxième chose, c'est que du coup, de fait, on a plutôt l'impression que ces dispositifs risquent de renforcer un rapport des familles de consommation aux espaces éducatifs, que ce soit l'espace scolaire ou les espaces périscolaires, plutôt que de rentrer dans une perspective, pour le coup, coéducative. Donc, si vous voulez, on pourra discuter ça un petit peu. Et donc, on a fait, sur un des terrains, on a fait une enquête famille, on leur demandait leur point de vue. Ce qui ressortait, c'était que pour eux, le dispositif était un espace très intéressant du point de vue de la garderie, massivement, et aussi très intéressant s'il permettait d'accéder à des activités culturelles et sportives auxquelles on n'accède pas autrement. Mais la dimension notamment de l'apprentissage non formel apparaissait pas spontanément comme des éléments qui étaient renvoyés, et même au contraire dans les reproches faits au dispositif, c'était très souvent que le catalogue d'activités n'était pas assuré. Puisque nous étions sur deux municipalités qui avaient fait très fort dans les catalogues d'activités, où globalement avaient mis en avant les trucs les plus clinquants et tape à l'œil, comme effectivement l'école de musique, l'équitation, voilà, des trucs qui font joli sur un catalogue. Mais globalement, ils n'avaient pas les forces pour assurer ça pour tous les enfants. Donc des familles qui voit dans le dispositif une plus-value du côté de l'accès à des activités nobles et une réalité du dispositif qui était beaucoup plus proche du côté de l'animation socio-culturelle avec des pratiques très classiques de l'animation. Et donc on a des retours, des petits entretiens aussi du verbatim avec des familles qui globalement disent on nous a menti, c'est pratique comme garderie, mais quand même le compte n'y est pas, puisqu'on nous avait vendu de la culture et on a de l'animation. Et là, je crois que c'est aussi une question intéressante, c'est que dans la perspective coéducative, ça pose un vrai problème, ça. C'est-à-dire que ça veut dire que les familles ne sont pas du tout intégrées au processus réflexif, elles peuvent être de plus en plus consommatrices de dispositifs. Donc là, on a encore à réfléchir. Donc vous voyez, le continuum de Little appliqué aux relations tel qu'on a vu là. Et après, en même temps, la question à se poser, c'est de savoir si les familles sont vraiment invitées à travailler ces dispositifs en tant que... c'est-à-dire, nous, ce qu'on a pu voir, c'est des dispositifs où on invite les familles, mais ce sera la même chose si on raisonnait sur l'espace scolaire, hein. On invite les familles à participer à certains moments où elles pourraient être utiles, c'est-à-dire une forme d'instrumentalisation de la relation aux familles. C'est la blague que vous avez souvent dans un conseil d'école de primaire. Les familles sont très importantes pour l'organisation de la kermesse.
Pour le reste du temps, il ne faut pas non plus qu'elle se mêle trop de questions pédagogiques. Hein. Et on a des mentalités construites comme ça, et donc cette perspective coéducative nous obligerait à penser radicalement autrement la question des familles, avec ce risque que je viens de pointer par contre, c'est le risque d'une construction d'un consumérisme scolaire ou périscolaire. Donc là, je crois qu'on a aussi un point de tension très très fort à travers les pratiques coéducatives. Voilà. Donc, relation partenariale, je reviendrai peut-être, ça je passe. Et donc, je voudrais terminer aussi juste aussi un peu par un trait d'humour pour vous réveiller. Sur la question, dans ce rapport aux familles, malgré tout, c'est que les espaces scolaires comme périscolaires sont des espaces qui peuvent très vite être en situation d'instrumentalisation des familles dans leur relation au scolaire, et notamment à travers la question des devoirs. Donc il me semble que cette question des devoirs est peut-être une porte d'entrée sur la question coéducative. Bon, en France, on n'a pas de souci, puisque dans le primaire, ils sont interdits depuis 1956, donc... bon... je crois qu'il y en a un petit peu quand même, de temps en temps. Hein, mais bon. Et donc, sur cette question des devoirs, dans ma réflexion, je crois que là, on a un objet qui permettrait quand même de travailler, notamment avec les familles, mais penser la perspective coéducative avec les familles, ça veut dire essayer de travailler une forme de répartition des tâches pour permettre, globalement... Et là, sur la question des devoirs, que ce soit... entre le périscolaire, dans certains de ces dispositifs, le scolaire, il y a peut-être des choses à penser, mais qui sont aujourd'hui traitées de manière assez naïve. Donc je voulais vous montrer cette petite vidéo, si j'arrive à enlever ça, voilà. Sur l'idée qu'on demande aujourd'hui aux familles des choses, non, ça ne veut plus marcher, si, voilà, je sais pas. Ça doit être par là, voilà. Qu'on demande aujourd'hui aux familles des choses qui sont pas si simples que ça. Et bon, ce sont des amis québécois, je vous laisse regarder. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je sais jamais comment l'écrire. C'est compliqué le français. Ben non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton mot? Foi, ça prend-tu un E? Ça dépend. C'est-tu la foi ou le foi? La foi. Ah ben oui, si c'est féminin, ça prend un E. Non. Si c'est la foi, ça prend pas de E. Mais c'est quand que ça prend un E d'abord? Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça, là. Non, mais toi, c'est la foi avec un S. Non, le S, c'est au pluriel. Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça. Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs. Oui, mais non, on dit La Voix X. Mais pourquoi c'est pas un E d'abord? Parce que la voie E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué. Oui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des trucs. La foi, le croire, là, c'est souvent vide. C'est souvent pas vrai, donc il n'y a rien après. Tandis que la foi, comme une fois S, comme le foi E féminin, l'autre, c'est pluriel. C'est le contraire. Comme la voie X, sauf la voie E, le chemin. That's it, là. C'est vrai que c'est pas compliqué, le français. Si vous êtes intéressé par la vidéo, information, elle peut être sympa, c'est sur Internet, c'est les beaux malaises, c'est une série québécoise. Moi, quand j'ai vu ça, je pensais tout de suite à cette idée que dans les collaborations avec les familles, d'une certaine manière, aujourd'hui, mais là, ce sont d'autres travaux, on externalise une partie de la responsabilité éducative, mais c'est peut-être pas la bonne qu'on externalise. C'est-à-dire que quand on travaille sur la question des devoirs, notamment, et quand c'est sur les devoirs qu'on travaille avec les familles, on est dans, d'une certaine manière, un risque d'inégalité. Donc moi j'aime beaucoup les travaux des collègues de Paris 8, Patrick Rayou, Séverine Carquepeau sur cette question des devoirs, ou sur la question de la relation aux familles de milieu populaire de Pierre Perrier, qui montre qu'en fait on externalise une partie de la question scolaire ou des apprentissages sur des acteurs qui sont peut-être pas en capacité de la gérer. Donc cette petite vidéo, bon, me permet d'illustrer ça, mais c'est le quotidien en fait des familles. Par exemple, les travaux de Séverine Carquepeau et de Patrick Rayou montrent que déconstruisent une idée assez forte qui serait que les familles de milieu populaire s'occupent pas des enfants dans les devoirs. Les travaux de Pierre Perrier aussi. Ce que montrent ces travaux, c'est que les familles de milieu populaire sont plutôt très mobilisées sur la question des devoirs, par exemple. Mais par contre, qu'ils n'ont absolument pas les compétences didactiques pour les gérer de la bonne manière, et que finalement, ce moment qui devrait être un moment, de mon point de vue, dévolu au scolaire, devient dévolu à l'extrascolaire et est géré de manière complètement sociologiquement inégale. Parce que c'est pas n'importe qui est capable d'expliquer comment s'écrit le mot foi. Hein.
Moi, je sais pas si je ferais beaucoup mieux, et pourtant. Mais bon. Donc, globalement, dans cette idée-là, le deuxième élément dans le rapport aux familles, c'est que il faudrait peut-être construire dans cette cohérence, dans cette construction d'une alliance éducative, une place des familles qui soit en adéquation avec leurs compétences. Donc, une des questions qu'on pourrait se poser aujourd'hui, oui, avant de revenir sur les familles, je crois que c'est la même chose pour les animateurs. Hein. Quand dans les dispositifs périscolaires, il y a des dispositifs d'aide aux devoirs, notamment, nous nous retrouvons avec des jeunes animateurs qui sont en situation didactique, là où ils n'ont pas de compétences pour encadrer, pour accompagner réellement ces choses-là. Donc, en fait, ils l'accompagnent, et c'est pas inintéressant du côté de la posture du grand frère. Ça peut fonctionner, mais en même temps, il faut peut-être qu'il y ait une réflexion dans les dispositifs, dans ces complémentarités, sur comment ça peut fonctionner un dispositif d'aide aux devoirs sans enseignant, par exemple. Donc, ce que je vais vous montrer par là, c'est que si on commence à se dire que des dispositifs dans une perspective coéducative, ça suppose que chaque type d'acteur réfléchisse à ses propres compétences, aux limites de ses propres compétences, et qu'on puisse chercher à trouver des modèles à peu près cohérents. Par exemple, la question des devoirs, c'est une question pour l'école. C'est pas une question qui devrait être envoyée à l'extérieur. Ce qui va aussi avec ce qu'on développe dans d'autres travaux, moi, sur la difficulté scolaire, sur le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est remédiation ou automatisation des apprentissages dans les devoirs devrait être pensé sur le temps scolaire. C'est-à-dire qu'il y a urgence à réinternaliser tout le travail scolaire. Et donc, l'idée de réfléchir coéducation me paraît une bonne occasion aussi pour remettre chaque élément à sa place. Tout se passe aujourd'hui dans le champ scolaire comme si une grande partie des apprentissages se jouait ailleurs qu'à l'école. Voilà. Donc, la réfléchir coéducation, pour moi, c'est aussi réfléchir à ces choses-là. Alors, pour conclure et vous laisser la parole, globalement, l'idée qui serait, qu'on pourrait développer à partir de ces différents éléments, c'est que l'enjeu, ce serait de construire non pas une coéducation, ce terme-là me gêne un peu, mais ce qu'on pourrait appeler l'alliance éducative. C'est un terme qu'on retrouve beaucoup chez ATD Quart Monde, ça, en ce moment, et qui me paraît assez intéressant parce que l'enjeu, c'est pouvoir se mettre autour d'une table, dans différents espaces, plus ou moins formalisés, en apprenant à réfléchir autrement. Et en apprenant à réfléchir à comment, de notre place et à partir de nos compétences à chacun, nous pouvons apporter quelque chose au projet de développement de l'enfant. Et c'est ça que j'appellerais aujourd'hui l'alliance éducative. Et ça nous donne un modèle opérationnel d'une certaine manière, ce projet-là. Puisque ça va se jouer dans une rencontre entre des enseignants et des parents, mais aussi entre des animateurs et des parents, des personnels médico-sociaux. Et l'enjeu serait peut-être d'arriver à trouver des espaces dans les interstices aujourd'hui pour que des acteurs de statuts différents se mettent autour d'une table. Donc ça, c'est l'idée de Frédéric Jésus, hein, c'est comme ça. Qui a travaillé beaucoup à la question de la coéducation, se mettre autour d'une table, symboliquement, et chercher chacun de sa place en quoi il peut aider dans le projet de développement de l'enfant. Et il me semble que là, c'est une entrée pour réconcilier réussite scolaire, réussite éducative, qu'on retrouve aussi dans les pratiques partenariales, où en fait on parlait ce matin du fait qu'il était important qu'il y ait du langage de mis, notamment, alors là on va pouvoir rentrer relation famille-école notamment. Est-ce qu'on peut avoir des espaces où on va commencer les moments de travail entre famille et école, non plus par regarder ce que fait votre enfant, mais plutôt par la petite formule que j'aime bien, là, qui est on a un problème commun et qu'est-ce qu'on peut faire pour le résoudre ensemble? Et je crois que les pratiques de coéducation, collaborative, d'alliance éducative, elles nécessitent aujourd'hui qu'on arrive à trouver ces espaces et ces formes nous permettant de réfléchir ensemble, chacun à partir de sa spécificité, de sa position éducative. Voilà. Alors je vais m'arrêter là pour... voilà, je suis à peu près dans les temps. Et puis je pense que peut-être qu'une ou l'autre de ces réflexions vous invitera à réfléchir. Voilà. Oui, donc je disais justement pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, se mettre autour d'une table en commun, en tant qu'éducatrice, c'est ce que j'essaye déjà de faire. Je ne pense pas être la seule, hein, bien sûr, mais justement de permettre aux familles qui sont en difficulté, nous on voit surtout les difficultés qui sont pointées à la maison, mais qui peuvent aussi avoir forcément des résurgences à l'école, de proposer une rencontre avec l'enseignant de l'enfant lui-même et sa famille, pour aider justement à verbaliser des choses qu'il ne se permettrait pas de faire si justement il n'était pas accompagné.
Et justement de voir qu'est-ce qui pose problème à l'école. Si par exemple, je ne sais pas, moi l'enfant est fatigué, pourquoi il est fatigué, qu'est-ce qui se passe à la maison, voyez. Donc c'était pour rebondir avec ce que vous disiez, on le fait déjà. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on le fait, mais on fait beaucoup de choses dans des relations de type duel, en fait. C'est-à-dire, et c'est l'enjeu, par exemple, d'outils dans le scolaire. Un truc s'appelait le PPRE, certains connaissent peut-être, Programme de réussite éducative. Dans l'esprit, ça devrait être un outil qui permettrait de mettre autour d'une table des gens avec des statuts très différents pour réfléchir à comment construire quelque chose. Bon, malheureusement, moi, dans ce que je connais, c'est beaucoup plus quelque chose qui reste au sein de l'école. Les familles participent, mais c'est plutôt le sergent recruteur napoléonien du type signé là que le contrat qui domine. Les espaces périscolaires, par exemple, sont très peu mobilisés. On ne va pas penser à inviter... Alors, par exemple, un indicateur qu'on avait pris, c'est est-ce que les responsables de dispositifs périscolaires sont invités au conseil d'école ? Eh bien, en fait, quasiment pas. Est-ce que, si je prends les personnels médico-éducatifs, sont invités dans les conseils d'école ? C'est très très rare. Alors après, ce qui viendrait, c'est autre chose. C'est-à-dire, sur tous ces indicateurs-là, l'enjeu, c'est que les relations duelles, les constructions duelles sont à peu près construites, mais c'est comment, à un moment donné, on peut penser la globalité. Et je pense que c'est là... Les équipes éducatives, on est de plus en plus invités. Moi, parfois, ce qui me pose problème, c'est quand la famille, justement, n'est pas toujours associée. Parce qu'effectivement, si on veut... échanger autour de l'enfant, de sa réussite éducative, il faut vraiment que tout le monde soit présent. Et là où je vous rejoins, c'est justement les fameuses strates, la hiérarchisation aussi, parce qu'on aurait tendance justement, sous prétexte qu'on suit une famille, qu'on peut les représenter, et au détriment du parent qui n'est pas là. Donc il faut aussi batailler là-dessus pour que tout soit dit, et en présence bien sûr de la famille, sinon... je veux dire, on va pas y arriver et on va plutôt perdre du temps. Et au bout du compte, l'exclusion, si on exclut la famille, je vois pas comment on peut faire avancer les choses. Mais en tous les cas, on est quand même beaucoup plus sollicité, moi je trouve, au niveau des équipes éducatives. Après, il appartient bien sûr à l'école de savoir si elle a la liste de toutes les personnes à inviter, convier. Mais j'ai envie de dire, il faut pas non plus se priver dans ces cas-là de dire, comme vous le disiez tout à l'heure, l'orthophoniste, elle a tout à fait sa place. Et d'autres personnels médico-social, effectivement, à partir du moment où il intervient auprès de l'enfant. Je vous rejoins, c'est que je pense qu'on a une tradition qui est plutôt la balkanisation. C'est-à-dire la balkanisation, c'est des petits espaces, des territoires où chacun fonctionne et côte à côte. Et là, l'enjeu, c'est de pouvoir un peu plus faire converger les choses. Moi, je suis assez optimiste sur ces questions. Je trouve que dans les temporalités par rapport à l'état des professionnalités il y a 15-20 ans, les choses ont bougé quand même pas mal dans beaucoup de territoires, notamment les politiques d'éducation prioritaire ont amené à beaucoup bouger. Alors, vous savez qu'il y a eu un rapport sur les effets de réussite scolaire de l'éducation prioritaire. Là, il est quand même pas très bon, c'est clair. Mais par contre, si on analysait ce que les politiques d'éducation prioritaire ont amené comme dynamique sur les territoires, je pense que le bilan serait beaucoup plus nuancé. Et effectivement, on voit à travers ces politiques des modalités un peu nouvelles. On peut peut-être espérer qu'elles vont se développer. Mais je crois qu'un obstacle très fort, c'est la question des professionnalités, malgré tout. Moi, pour ma part, j'ai été enseignant spécialisé. À l'époque, comme ça je parlais, à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, globalement, les services médico-éducatifs ne donnaient les informations qu'aux psychologues, pas aux autres. Vous voyez, rien que des petites choses comme ça font que vous suiviez un gamin en grande difficulté scolaire. Il y avait la moitié des choses qui le concernaient qui étaient classées quasiment secret défense, au sens il faut... Et donc là, il y a des enjeux à trouver des modalités, parce qu'en même temps, ça me paraît logique qu'il y ait des éléments de déontologie qui ne soient pas communiqués, c'est pas la question. Mais c'est comment on peut trouver des modalités pour qu'à un moment donné, on puisse travailler ensemble. Et là, les questions de professionnalité aussi, c'est quelque chose qui remonte de manière récurrente sur le terrain, qui est globalement, on veut bien travailler ensemble, mais il faut des espaces professionnels pour travailler ensemble. Donc par exemple, il faut du temps de travail pour se faire. Et là, selon les professions, ce n'est pas du tout les mêmes cultures. Je pense que le travail social, la santé, a historiquement des pratiques dans lesquelles faire des réunions de synthèse pour discuter des cas des enfants fait partie des modèles de travail. Les modèles de type éducation nationale, ce n'est pas du tout le cas. Et là, pour le coup, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas les espaces même temporels de rencontre. Donc ça se joue dans les interstices et dans l'informel. Mais là, c'est un enjeu aussi à travailler, je pense. Et qui pourrait coordonner tout ça aussi ? Il y a la question aussi de qui coordonne. Oui.
Juste, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je travaille sur un réseau d'éducation prioritaire. Les collègues sont extrêmement engagés et je voulais rebondir sur la notion de temporalité. C'est-à-dire que tous ces moments de rencontre sont quand même avec les différents partenaires, que ce soit les partenaires éducatifs, sociaux, le PRE. Mais la réponse de mes collègues, c'est que... voilà, ils travaillent 40 heures par semaine, voire plus, et que c'est pas possible. Il n'y a aucune prise en compte de ce temps de travail qui est énorme. Et en vous entendant, histoire de provoquer un petit peu, maintenant qu'on se connaît, enfin je suis filmé, je vais faire attention. Globalement, moi, il me semble aussi qu'on souffre d'une approche du travail collectif en projet bureaucratisé, qui fait que les milieux professionnels aujourd'hui sont complètement réfractaires dans pas mal d'endroits à l'idée de se réunir pour refaire des projets, puisqu'en fait, ça donne des documents qui ne sont pas fonctionnels, qui sont là pour rendre compte d'une activité ou rendre compte d'une norme à une norme. Et là, il y a un enjeu à réfléchir sur c'est quoi, par exemple, faire un projet collectif autour d'un enfant. Est-ce que c'est forcément finir par élaborer une fiche avec 12 000 objectifs et des éléments d'évaluation, donc les cadres du formel, ou est-ce que ça peut être simplement se mettre d'accord sur 1, 2 objectifs et que chacun positionne ce que lui va faire pour cet objectif. Donc je crois que ça questionne aussi, y compris pour moi, les formes de collaboration qu'on attend des personnes. Et peut-être qu'on met la barre très très haut avec des formes extrêmement formalisées, là pour le coup, institutionnalisées, mais qui du coup créent une masse de travail qui peut paraître insurmontable aux personnes, quoi. Donc il y a les temporalités, mais il y a aussi finalement les productions qu'il y a derrière. Et quand vous travaillez par exemple, un des espaces qui pour moi a le mieux travaillé la question du projet éducatif, c'est l'animation. C'est quand vous faisiez un centre de vacances, de loisirs, il y a 20-30 ans, globalement, il y avait des réunions de préparation où, pour le coup, réellement, les acteurs se mettaient d'accord sur un projet éducatif, se l'appropriaient et allaient le construire ensemble. Aujourd'hui, il y aurait peut-être des enjeux assez simples, simplement, à ce que le projet d'école soit vraiment un projet d'école dans lequel sont inscrits et travaillés avec les acteurs périscolaires. Donc ce que j'appelle un vrai projet d'école, c'est pas le projet qui reprend tous les objectifs obligatoires de l'institution, mais qui simplement écrit comment on va travailler ensemble et les objectifs qu'on poursuit ensemble. Et il me semble que là, il y a peut-être des pistes, notamment pour permettre à chacun d'être dans une production commune, qui serait un premier moyen de discuter de ça, c'est-à-dire discuter de en quoi finalement notre objectif est commun quand on va s'organiser entre le temps de la garderie du matin, la cantine le midi, les moments scolaires et les activités périscolaires du soir. À ma connaissance, il y a très peu d'équipes à qui on propose de travailler ça en amont. Et pour moi, c'est très pragmatique, ça, en fait. C'est simplement que les gens puissent passer une demi-journée, voire une journée ensemble, pour se mettre d'accord sur comment ils vont travailler ensemble. Et du coup, rentrer dans un vrai projet commun. Or, aujourd'hui, à ma connaissance, il y a peu d'espace où je vois des choses de ce type-là. Et ça me paraît pas totalement improbable, si vous voulez. Puisque c'est des pratiques que l'animation a eues pendant des années, où vous pouviez vous réunir 2-3 jours pour préparer 3 semaines de colo. Et voilà. La multiplicité des acteurs, quand même, et la volonté de travailler en partenariat, au moins de se rencontrer, en se disant que c'est au bénéfice de l'enfant de connaître les projets de chacun, et la multiplicité des acteurs et des projets fait quand même que ça devient extrêmement lourd. Non, moi où je vous rejoins, c'est ce que j'ai appelé les strates bureaucratiques, c'est qu'aujourd'hui les espaces professionnels sont saturés d'écrits censés organiser le travail, mais qui ne l'organisent pas vraiment. Enfin, de mon point de vue, qui ne l'organisent pas vraiment. Donc là, il y a un enjeu aussi du point de vue des institutions à redonner un statut aux différents écrits professionnels, et au moins que les écrits, qu'il y ait à nouveau des écrits de type pédagogique. En fait, pour me faire comprendre, je pense que les écrits de travail qu'on trouve dans les institutions ne sont pas des écrits de nature pédagogique, sont des écrits de nature rendre des comptes à une attente institutionnelle. Et là, l'enjeu pour moi, c'est qu'on reconstruise des supports de type pédagogique où simplement on se met d'accord sur comment on travaille ensemble. Et que ce soit dans l'espace scolaire, aujourd'hui dans l'animation ou le périscolaire, j'ai l'impression que j'en vois très peu aujourd'hui. Encore dans l'animation, mais voilà. Mais je suis d'accord qu'on ne peut pas les surrajouter à autre chose.